Bonjour à toutes et tous. Je suis contente de pouvoir animer cet événement spécial organisé par Tenk. Je m'appelle Julia Mine, je suis historienne du cinéma et programmatrice. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Alex Poukine, réalisatrice du film Sans frapper. On est vraiment heureuse et heureux de l'accueillir aujourd'hui pour qu'elle nous parle de son film. Donc, un film très très important sur le viol qui résonne fortement avec l'actualité au Québec, suite à cette vague de dénonciation de harcèlement sexuel et de viol. On va pouvoir y revenir à travers nos questions et vous allez pouvoir aussi nous écrire vos commentaires sous l'événement Facebook. On se fera un plaisir, Alex et moi, de vous y répondre. Petite introduction sur Teng. Teng, c'est une plateforme de diffusion documentaire d'auteurs. On a lancé cette plateforme au mois de février dernier. On diffuse 5 films par semaine et 40 films sont disponibles en tout temps sur la plateforme. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner. Moi-même, je programme une des plages qui s'appelle Portrait et qui spécialement porte sur des thématiques féministes. On va pouvoir maintenant commencer avec toi, Alex. Je te présente rapidement. Donc, tu es réalisatrice et scénariste. Tu as donc réalisé ton premier long métrage en 2013 qui s'appelle Dormir, dormir dans les pierres et qui est en fait parcouru de nombreux festivals. Et ce film Sans frapper est suite en fait à l'intervention d'une jeune femme qui s'appelle Ada, qui est venue te voir après une projection pour te parler de son viol et donc de son vécu à travers cet épisode douloureux de sa vie. Et à travers cette collaboration, tu as décidé de faire un film en repartant de son témoignage, mais interprété par différentes personnes, en fait, femmes majoritairement et hommes, donc qui vont dans un premier temps interpréter le témoignage d'Ada et qui vont ensuite faire un retour sur cette interprétation et parler de leur propre vécu, donc très lié évidemment avec cette thématique. Ma première question pour toi, voilà, ce serait un petit peu de revenir sur les origines du film, de nous donner un contexte de la production de ce film. Donc, comment s'est passée cette rencontre avec Ada? Bonsoir et merci pour l'invitation. Il y a plusieurs, bizarrement, il y a plusieurs femmes qui sont venues me voir après mon premier film pour me dire qu'elles avaient, enfin, pour me raconter une histoire similaire à celle de Ada. Donc bon, il y avait déjà ça, c'était déjà assez surprenant. Et en fait, quand j'ai commencé à parler avec Ada, ce qui m'a surprise, c'est que elle m'a dit en fait c'est comme s'il n'y avait pas de récit auquel elle pouvait s'identifier, parce qu'elle connaissait son agresseur. Et bon, bien sûr, il y avait Virginie Despentes qui a écrit King Kong Theory, qui est un peu, bon, si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire. Mais voilà, le viol que relate Virginie Despentes, c'est un viol voilà, qui est perpétué par des inconnus la nuit, ils sont armés. Voilà, c'est un peu, entre guillemets, l'archétype du viol, quoi. Alors que le viol qu'a vécu Ada est en fait le viol le plus commun, c'est-à-dire commis par quelqu'un que vous connaissez. Donc ça, tout de suite, ça m'a interpellée en fait de me dire qu'elle avait, enfin, quand on a commencé à en parler ensemble, quand il a été question de faire un film, en fait, tout de suite, ce qu'on voulait, c'était de créer un chœur au sens d'une harmonique, enfin une chorale, voilà, se dire qu'en fait c'est une communauté, euh, parce que c'est pas quelque chose d'isolé, c'est pas le viol, c'est pas du tout un phénomène individuel, hein, c'est pas une pauvre bonne femme à qui il arrivait quelque chose, pas de chance pour elle, quoi. C'est vraiment un phénomène de société, c'est structurel, c'est politique. Donc voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce pourquoi j'ai fait le film, c'est que je me considère un peu une féministe, disons, primaire. Euh, un peu, enfin voilà, je pensais que j'avais bien tout lu, j'avais bien tout assimilé, j'étais bien carrée dans ma tête. Et en fait, la première fois qu'elle m'a raconté son histoire, la première réaction que j'ai eue, c'était de me dire, en fait, pourquoi elle y est retournée, quoi.
plutôt que de me demander pourquoi il l'avait violée. Et bon, ça s'appelle du victim blaming, enfin, ou de la double victimisation. C'est-à-dire que non seulement la personne est violée, et en plus vous mettez en cause sa parole à elle. Et en fait, j'ai eu un peu honte, enfin j'ai eu super honte de moi-même. J'ai commencé en fait à me demander ce qui se passait dans ma tête pour que moi, qui me considérais comme une grande féministe devant l'Éternel, je puisse avoir ce genre de réaction. Et quand j'ai commencé en fait à en parler autour de moi, alors là, ça a été waouh. Là, c'était un peu la grosse claque parce que beaucoup de mes amies femmes m'ont dit que des choses comme, enfin, qu'une histoire similaire leur est arrivée. Donc déjà, il y a eu la claque de se dire, bon, ça leur est arrivé à elles, des gens qui étaient très proches de moi, mais en plus, elles ne me l'ont pas dit, alors que je considérais que ces femmes étaient mes sœurs. Et quand j'en ai parlé à des amis hommes, alors là, bon, alors là, c'était le pompon, ce qui a fait que j'ai fait le film, c'est qu'il y a un de mes amis qui est quelqu'un d'extrêmement intelligent, beau, drôle, qui est réalisateur, qui a des grands prix dans des grands festivals, enfin, voilà, euh, qui m'a dit, bah, si ça c'est un viol, moi je suis un violeur. Et en fait, je me suis dit, ah bah ouais, en fait. Et je me suis dit, c'est dingue qu'ils se disent pas que, ben ouais, en fait, ben oui, il est sûrement un violeur. Mais en fait, le violeur, c'est toujours l'autre. C'est très très rare les hommes et les femmes hein, qui se disent qu'ils ont commis un viol. Donc voilà, c'est ça qui a fait que j'ai demandé à Ada d'écrire un texte, parce que je trouvais qu'elle écrivait extrêmement bien. Pardon, ma réponse se fait une demi-heure. À chaque fois, il va falloir m'arrêter. Hein. Et donc je trouvais qu'Ada écrivait très bien. Je lui ai demandé d'écrire un texte, parce qu'en fait, je ne me sentais pas du tout. On a commencé enfin, j'ai commencé à écrire ce film bien avant MeToo. Et les réactions, quand je racontais son histoire, étaient tellement violentes que je me suis dit, si je lui demande de dire son histoire face caméra, la violence qu'elle a déjà subie, elle va la resubir une autre fois et multiplier par le nombre de spectateurs, quoi. Et donc, il fallait trouver en fait un dispositif cinématographique qui crée une distance, en fait. Et aussi qui fasse que la violence ne fasse pas écran à tout. Parce que moi, je sais qu'en tant que spectatrice, il y a aussi plein de choses que j'ai du mal à recevoir. Et quand c'est trop violent, en général, tout mon être se met à trouver des subterfuges pour me dire que non, en fait, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça s'est passé, peut-être qu'ils exagèrent. Et, ouais, je commence à juste me distancier moi-même. Et il fallait trouver une passion, en fait, pour que les spectateurs puissent rentrer dedans. Et donc, la fiction, entre guillemets, même s'il n'y a rien de fictionnel pour moi dans le film, euh, permettait ça. Et c'était aussi parce que je me disais, en fait, il faut que j'oblige, entre guillemets, les gens, avec leur consentement, hein, bien sûr, à se mettre dans la peau de Ada. Parce qu'on a toujours, enfin, moi-même, hein, je n'ai pas envie de croire en fait, qu'une histoire comme ça peut m'arriver. Ni à moi, ni à ma fille, ni à mes sœurs, ni à mes amis, à ma mère, à mes tantes. Et bien sûr à mes oncles, à mon fils, etc. Euh, mais comme on n'a pas envie de croire que ça nous arrive, ouais, voilà, je me suis dit, en fait, il faut demander aux gens de dire ces mots, parce que j'avais l'impression que, voilà, que grâce au pouvoir de la fiction, il y avait quelque chose de performatif qui allait se mettre en place. Il y a beaucoup de choses là que tu viens de dire et on pourra revenir dessus, mais c'est sûr que la question du déni ou du blocage de la part de tout à chacun, en fait, dans ce genre de situation, de ne pas vouloir accuser le coup que ça s'est passé, que ce soit à soi ou aux autres, c'est quand même quelque chose qui revient souvent, en fait, dans les témoignages, dans la façon dont on peut s'exprimer aussi vis-à-vis de cette question-là. Puis je en tout cas que la façon, en tout cas le dispositif que tu as mis en place est très juste par rapport à ça. Donc moi j'ai toujours cette image très forte du début en fait de cette première femme qu'on voit, cette première comédienne qui prend le début de cette histoire. Donc on a l'impression que c'est elle, que c'est Ada en fait, directement dans l'histoire, alors que c'est pas Ada. Puis on va découvrir en fait que l'histoire va être justement
partitionné aussi avec différentes personnes. Puis ça, je trouvais ça vraiment très, très fort. Mais c'est aussi ces différents niveaux dans le film qui, moi, m'ont paru à la fois très forts et très complexes aussi. Parce qu'on aborde beaucoup de questions à travers ces témoignages qui reviennent. Donc, la question de la responsabilité, ce que tu as souligné au début de ta prise de parole. Donc ça, c'est sûr que j'ai senti, c'est une question évidemment dont on parle énormément actuellement. Donc c'est toujours, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que j'aurais dû agir comme ci, comme ça? Puis on est toujours dans cette idée de culpabilité et de honte. Donc deux termes très forts qui reviennent dans ton film aussi. Donc cette question de niveau aussi et d'écriture, c'est un petit peu ma deuxième question. C'est comment tu as pu justement à la fois écrire, laisser donc le texte à Dada, justement, tu as pu le mettre en place dans ton film. Comment tu as choisi les acteurs pour interpréter? J'imagine que tu as eu beaucoup de casting et que tu as eu un gros travail aussi avec ces personnes-là. Et quelle était aussi la place de la non-écriture aussi, donc c'est-à-dire juste du témoignage des personnes qui ont parlé de leur vie, qui ont parlé de leurs sentiments par rapport au témoignage d'Ada. Donc, comment cette écriture et cette structure du film s'est mise en place au fur et à mesure du tournage? Alors, oui, je crois qu'on a contacté plus d'une centaine de personnes. C'est un gros boulot. Alors, au début du film, en fait, je voulais qu'on. Au début, je voulais prendre que des comédiens et des comédiennes. Sauf que assez vite, je me suis rendu compte que ce qui ressortait quand j'ai fait des essais pour le film, ce qui ressortait, c'était vraiment beaucoup de clichés sur le viol, beaucoup d'interrogations sur Ada, voilà. Ce qui était très intéressant, parce qu'il fallait qu'on parte de là. J'ai l'impression que, enfin, c'est pas parce que c'était des gens débiles, hein, pas du tout. Au contraire, c'était des gens très bien, sauf qu'ils ne savaient rien du viol. Mais il fallait partir de là parce que le spectateur ordinaire, entre guillemets, même si ça existe, il n'existe pas, mais ou la spectatrice ordinaire, à mon avis, partait de là. Et moi-même, c'est de cet a priori-là que je partais. Donc il fallait que le film commence comme ça et qu'il finisse autrement. Donc au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait que je demande à des gens qui avaient vécu une autre expérience, enfin, une expérience du viol. Donc autant des femmes et des hommes qui avaient été violés que des policiers spécialistes du viol, des avocats spécialistes du viol, des psychologues, des sociologues, des linguistes, voilà. Donc j'ai fait un énorme casting. Mais il était hors de question pour moi. Enfin, j'ai essayé en fait de faire un casting au début. Les 3 premiers viols, c'était pas des personnes qui avaient vécu un viol qui me les disaient. Parce que voilà, je suis pas psychologue, il n'y avait pas de psychologue sur le plateau, enfin, le plateau entre guillemets. J'avais peur que ça ravive aussi des choses que j'étais pas après en mesure de gérer, quoi. Enfin, et donc, ce qui s'est passé, c'est que les gens, en fait, j'avais l'argent pour filmer 28 personnes. Il y en a 14 dans le film. Au début, je voulais qu'il y en ait 10 dans le film. Euh, et en fait, j'avais pas énormément de temps de préparation. Donc, il y a 3 de mes meilleures amies dans le film. Voilà, bon, ça. Dont celle qui commence et celle qui finit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que souvent, je vais aller boire des coups. L'alcool aide énormément à faire parler les gens, il faut le savoir. C'est une grande technique de cinéma. Non, c'est vrai. Mais souvent, j'allais manger un truc avec ces personnes et on ne parlait pas trop de leur histoire, enfin à demi-mot, parce qu'en fait, je voulais pas non plus. Déjà, ils ne me connaissaient pas pour la plupart. Donc, je n'avais pas commencé à leur demander si quelque chose d'horrible leur était arrivé, hein, ça c'est sûr. Et aussi, je pense que je ne voulais pas que si jamais ils avaient envie de parler de quelque chose, ça sente la redite. Parce qu'ils me l'auraient déjà dit, et puis une semaine après, je venais chez eux, et je voulais pas en fait que ça sente un peu le réchauffé ou qu'il y ait des choses qu'ils ne me disent pas. Donc, je les ai choisis en fonction de ce qu'ils me disaient de l'histoire de Ada. La façon dont ils vibraient ou pas en me racontant, en me disant ce que ça leur avait fait de lire ce texte. Voilà. Et ensuite, j'ai choisi, par exemple, j'avais demandé à Ada, enfin,
d'écrire un texte, mais j'avais moi-même déterminé 10 chapitres, selon ce qui, moi, m'intéressait dans son histoire, parce que je pense que voilà, elle n'aurait pas écrit ces 10 chapitres-là forcément, enfin, elle aurait pu en écrire 200, enfin, son histoire est bien plus complexe que celle que j'ai gardée dans le film. Mais par exemple, je me suis dit, le chapitre sur la plainte, je demandais à des policières de me raconter, enfin de dire ce chapitre, parce que peut-être qu'elles vont aussi avoir une autre vision de ce que c'est que d'être policier et de devoir prendre cette plainte, ce qui a donné lieu, enfin voilà, j'ai choisi comme ça toutes les personnes de cette façon-là, par rapport à ce qu'elle m'avait dit un peu d'elle. Ça a donné des choses très très belles qui ne sont pas forcément dans le film, parce que je me suis retrouvée avec des paroles de spécialistes magnifiques, mais ce n'était pas un film de spécialiste en fait. Donc on a fait 3 petits films, 3 bonus ensuite avec ces paroles-là. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on a fait le film. Je remercie d'ailleurs énormément ma monteuse. Si un jour elle arrête de monter, je pense que mes films seront vraiment nuls ici. Enfin, je ne dis pas qu'ils sont bons, mais voilà. En fait, il fallait trouver des gens qui jouent assez bien pour qu'on y croie, et en même temps qui jouent assez mal aussi pour que ça ne devienne pas un film en fait sur la performance d'acteurs. Il fallait pas que les dispositifs prennent le pas sur le sujet. Donc ça, c'était hyper fin. Et puis il y a aussi, ce qui était aussi compliqué, c'est que j'avais décidé que je voulais pas que le mot viol soit prononcé avant que Ada le prononce elle-même dans son histoire. Donc, justement, tu as dû vraiment beaucoup travailler avec elle justement pour avoir cette harmonisation à la suite, pour, comme tu disais, faire un chœur après avec tous ces témoignages. Donc, justement, revenir aussi sur cette partie-là du montage qui a dû être déterminant aussi par rapport à ton film. Oui, donc oui, il fallait que... Bon, c'est toujours compliqué de parler de montage parce qu'il y a tellement d'étapes, mais au début, comme j'ai dit tout à l'heure, je voulais qu'il n'y ait que 10 personnes. Finalement, il y en a 14, ce qui était un peu compliqué parce que il y avait plein de gens que je voulais. Du coup, au début, c'est la première demi-heure du film, c'est vraiment pratiquement que l'histoire de Ada. Et il fallait en même temps que pendant très vite, en fait, on comprenne le dispositif du film, parce qu'il ne s'agissait pas de jouer avec les spectateurs. C'était pas un film sur le dispositif qu'on voulait faire, mais bien un film sur le consentement. Pas que sur le consentement aussi, sur le désir. Et du coup, ce qui était compliqué, c'est qu'il fallait que tout le monde comprenne assez vite le dispositif, et en même temps que le spectateur se pose très vite la question de qu'est-ce que je suis en train d'écouter, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et moi, ce qui me tenait vraiment à cœur aussi, c'était que les gens ne partent pas du film en disant ça, c'est pas un viol. Donc, il fallait aussi essayer de leur faire comprendre au fur et à mesure du film ce qu'était un viol, sans que ce soit didactique, sans que ce soit un peu moralisateur. Et comme je vous disais aussi, je voulais que la première fois que le mot viol soit prononcé, ce soit par Ada. Donc, ça voulait dire que tous les gens qui faisaient des commentaires et qui parlaient de viol, je pouvais pas le mettre avant qu'Ada l'ait dit. Donc ça rajoutait encore une complexité. Et puis voilà, il y a un des chapitres qu'on n'a pas mis à la fin. C'était le chapitre sur où en fait Ada racontait que la police lui a organisé ce qu'ils appellent une confrontation. Avec le mot, bon, ça pose vraiment question sur la police. Une confrontation, donc ils ont demandé à Ada de venir et à son violeur, et voilà, ils les ont mis l'un face à l'autre, et ils leur ont demandé de s'expliquer. Et à la suite de ça, il y a eu un non-lieu. Et à la suite de ça, en fait, Ada raconte qu'elle marche dans la rue, qu'un type derrière elle fait vachement de bruit, qu'elle se retourne pour voir qui c'est, et qu'en fait c'est lui. Et elle concluait en disant, bon voilà, aujourd'hui, c'est lui qui est obligé de faire du bruit pour que je le remarque dans la rue, et aujourd'hui, je peux marcher dans la rue.
je peux vivre dans cette ville où ça s'est passé. Et voilà, finalement, celui qui fait le plus pitié de nous deux, c'est lui, quoi. Mais j'ai pas mis parce que ça concluait trop le film et ça pouvait laisser croire qu'il suffit de porter plainte pour que tout s'arrange, quoi. Or, j'ai l'impression qu'on est comme voilà, les policiers ne sont pas sont des êtres humains comme et les juges et les avocats comme nous, ils baignent aussi dans la culture de viol à fond. Je pense que le Et souligne parfaitement justement cette complexité justement au niveau des preuves demandées par le système judiciaire pour montrer un viol. Donc c'est très clair dans le témoignage qu'on lui demande explicitement qu'est-ce qui sur son corps pourrait faire apparaître un viol, et ce serait la seule manière de justifier qu'il y ait eu cette violence. Et c'est terrifiant, quoi. Et donc ce témoignage-là, en fait, euh, et rejoint tellement d'autres aussi. Finalement, ça devient plus un témoignage individuel, c'est un témoignage collectif, et c'est ça que je pense qui résonne très très fort dans le film, c'est que et je pense qu'il aussi apparaît beaucoup chez les comédiens que tu as choisis, c'est après ce recul sur justement ce qu'ils viennent d'interpréter eux-mêmes, puis cette résonance en fait vraiment intime en fait après. Et qui ne devient plus le témoignage d'Ada, mais aussi leur témoignage, puis qui résonne vraiment chez chacun d'entre eux. Puis aussi les profils que tu as choisis, là, on les découvre avec toi aujourd'hui, parce que c'est sûr que ces personnes sont anonymes dans le film, donc elles parlent de leur vie, mais on ne sait pas qui sont vraiment. Donc évidemment, on comprend que certains parlent de leur carrière, comme on voit un travailleur du sexe, par exemple, qui va être beaucoup plus explicite aussi sur sa vie, sur sa sexualité, et puis sur les violences qu'il a pu commettre. Mais on navigue finalement avec des personnalités totalement différentes. Et, et toi, justement, je trouve que tu arrives dans ce film-là aussi avec une posture réelle. Donc, c'est-à-dire que tu vas, à un moment donné, parler aussi, même si on ne te voit pas, tu parles, puis tu as ce lien aussi avec les comédiens. Donc, j'ai senti évidemment les amitiés que tu pouvais avoir avec certaines des personnes qui interviennent. Évidemment, on sent le lien, parce que les personnes vont aussi témoigner beaucoup plus intimement. Mais comment toi, justement, tu as géré ces entretiens-là avec eux? Et puis, qu'est-ce qui a été difficile aussi à certains moments quand il fallait parler du vécu de certaines personnes qui, évidemment, sont traumatisées? ben, souvent, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, enfin, moi, je suis pas, enfin, enfin, mon travail, c'est pas d'aller traumatiser encore plus les gens qui le sont. Donc, il était clair au départ qu'ils diraient que ce qu'ils avaient envie de dire, voilà, qu'ils pouvaient même se rétracter une fois qu'ils l'avaient dit. Donc, il y avait déjà une sorte de confiance de départ, enfin de base, quoi, enfin, dans le contrat. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a commencé à tourner juste au moment où MeToo explosait. MeToo existait depuis longtemps, mais au moment où ça a été très médiatisé. Et donc, je pense qu'il y avait une espèce d'urgence à parler de beaucoup de gens. Et donc, quand j'arrivais, donc on filmait à chaque fois chez les gens, sauf une personne qui vit au Canada, et donc elle a payé un des hommes du film a payé son billet pour venir. Il a été filmé chez moi pour témoigner. Ça, c'est une autre histoire, mais je pense qu'il faudra qu'on en parle, les deux hommes du film. Et donc, ce qui était compliqué pendant le film, c'était que de ne pas, moi, me lever et d'aller consoler les gens. Parce que souvent, ce qui se passait, c'est que quand il commençait à raconter, à dire le texte de Ada et à se mettre dans sa peau, je pense qu'il y a plein de gens qui ont été très surpris par ce que ça a provoqué chez eux. Par le souvenir que ça a généré, par exemple, chez eux. Il y a une par exemple, des femmes qui dit le texte et qui est très, très émue et qui parle de ses propres fantômes. Je pense pour beaucoup de gens, ça a été le cas. Donc, c'était hyper dur. Par exemple, il y a une de mes amies, je savais qu'elle avait été violée par une religieuse. On était déjà amis quand ça arrivait, mais je ne savais pas exactement ce qui s'était passé. Et donc, c'était
horrible, mais bon, c'était particulièrement horrible parce que c'était mon ami, mais c'était le cas pour beaucoup de gens. C'était très, très difficile de ne pas, moi, me lever et arrêter de faire ce film, en fait, de me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire à ce moment-là, j'étais plus trop réalisatrice, quoi. Et puis, ça arrivait souvent que la chef op et moi, on pleure. Et que l'ingé son nous regarde en nous faisant des petits signes genre il faut que vous arrêtiez de pleurer aussi bruyamment parce que je juste vous entends en fait. Donc c'était hyper ouais, on a tourné 3 semaines et ces 3 semaines ont été assez émotionnellement voilà. Et c'était aussi très compliqué parce que donc moi si j'avais pu j'aurais eu autant d'hommes que de femmes dans le film. Sauf que faire parler, enfin voilà, on est au tout début, tout début. Mais quand on a tourné, faire parler des hommes victimes ou agresseurs, c'était très très compliqué, quoi. Et agresseurs, c'était extrêmement compliqué. Et puis c'était aussi très compliqué. Je sais qu'il par exemple, il y a des filles qui ont refusé de jouer d'être dans le film parce qu'il y aurait des hommes. Et elles se sont dit, mais ils vont encore avoir la bonne place. Ils vont encore sortir glorifiés du truc. Même si ils avouent qu'ils ont violé, on va se dire ah ouais, dis donc, qu'est-ce qu'ils sont courageux, alors qu'en fait ils ont violé. Donc ça, c'était super difficile de réussir à trouver une place juste pour cette parole, qui à mon avis est extrêmement nécessaire. C'est vraiment, je pense que là, c'est après MeToo, enfin après MeToo, en tout cas dans la continuation de MeToo, je pense que maintenant, la nouvelle étape, c'est ça, c'est d'entendre les hommes et de les entendre vraiment, pas d'entendre des espèces d'excuses de bidon, phrases toutes faites. C'est d'essayer de comprendre ce qui se passe de leur côté. Parce que cette parole-là, alors, autant les femmes ont été invisibilisées et tues pendant des années, médiatiquement en tout cas, mais les hommes, alors là, c'est le grand invisible, quoi. Enfin, je dis souvent, on peut, enfin, allez, les chiffres sont c'est compliqué, les chiffres à propos du viol, mais disons que si on veut être un peu honnête, je pense que, allez, au moins 7 femmes sur 10 peut dire qu'elle a vécu quelque chose, si c'est pas une agression sexuelle, au, au moins du harcèlement, voilà. Et Aussi des agressions verbales autant que oui. psychologiques. Bon, Et oui, si on commence à parler des agressions verbales et psychologiques, je pense qu'on est à 100%. Enfin, je veux dire, enfin, allez, à 99%. Je connais personne qui n'en ait pas vécu. Enfin, peut-être, je sais pas, apparemment, Catherine Deneuve n'en a pas vécu, mais bon, je pense que c'est la seule personne au monde, elle a de la chance. Euh, Pardon, elle s'est rétractée, je vais pas bitcher, euh, mais du coup, souvent, quand par exemple je suis dans une salle de cinéma, je dis aux gens, ben, en fait, comment vous dire, statistiquement, même si on dit que juste 6 femmes sur 10 a vécu un viol, bon, disons ça veut dire que concrètement, dans la salle, je regarde le nombre de mecs et je dis, ben là, il y en a 7, il y a 7 violeurs, statistiquement, juste d'un point de vue purement mathématique. Donc, en fait, à chaque fois, je dis, ben en fait, selon vous, je sais pas, qui c'est, quoi. Et à chaque fois, tout le monde éclate de rire, comme si, en fait, c'était pas possible. Comme si, ben non, enfin, déjà, c'est pas moi, ça c'est clair. Alors que, ben si, c'est forcément quelqu'un. Et je pense qu'il est vraiment temps que les gens se disent, ben, en fait, les violeurs n'ont pas des grandes dents et des grandes griffes, n'attendent pas avec un couteau derrière un buisson ou derrière une voiture dans un parking glauque, hein. partie des représentations qu'on a actuellement et qui ont traversé les arts aussi. Le cinéma a beaucoup représenté aussi des violeurs Ouais. sortant des parkings, etc. Donc c'est un archétype en soi qu'il faut aussi déconstruire. Puis c'est aussi la force aussi de ton film, mais aussi, je pense, de ton regard de cinéaste femme aussi, d'aller déconstruire ce type d'archétype aussi, en tout cas sur cette figure du monstre. Mais quand on parle justement des témoignages des hommes, comme on le disait tout à l'heure, avant qu'on commence le Facebook Live, c'est sûr qu'aujourd'hui aussi, on a une prise de parole aussi au niveau des agresseurs qui, après avoir reçu des témoignages sur les réseaux sociaux, vont tout de suite voilà, prendre
ces accusations en compte en s'excusant publiquement, en disant que il y aurait un travail, un processus de fait. Donc, on a eu cette impression qu'il y avait une réelle reconnaissance. Puis, ça a été vraiment pris en compte. Mais au fur et à mesure, vu que ça a été aussi dans des milieux très artistiques, on a eu cette impression aussi que ça a été repris un peu comme une marque commerciale aussi, des labels en ce qui concerne les musiciens ou d'autres structures, organismes artistiques qui finalement trouvaient comme une formule de communication pour faire calmer un petit peu la pression ou les tensions qui pouvaient émerger justement des femmes. Mais en tout cas, on espère ici qu'il y aura toujours que cette vague-là va continuer et qu'elle ne va pas s'estomper. En ce moment, ça fait 3 semaines à peu près que ça a démarré. Puis on attend encore d'autres témoignages. C'est sûr que ce n'est pas toutes les femmes qui se sentent à l'aise pour parler parce que le système des réseaux sociaux aussi est un dispositif aussi particulier en tant que tel. Mais aussi de montrer dans ton film qu'il y a toute cette nuance et la place aussi pour les hommes de parler, même si c'est compliqué, tu en as parlé, mais c'est évident qu'on a besoin aussi de cet espace pour entendre, et les victimes ont besoin aussi d'entendre ça, de la part des hommes et des femmes aussi, bien sûr. Sauf que majoritairement, c'est des hommes quand même. Tout à fait. Et peut-être, enfin, je sais pas, il y a aussi peut-être un tabou dans le milieu lesbien. Enfin, j'ai pas encore beaucoup entendu parler de lesbiennes sur le viol entre femmes, par exemple dans les couples lesbiens, mais je suppose qu'il existe, ça existe, même si globalement, dans 99% des cas, et en tout cas des plaintes, même si je sais pas si c'est représentatif, mais c'est des hommes qui violent. Mais je pense qu'il y a beaucoup à déconstruire dans beaucoup de milieux. Oui, tout à fait. C'est encore l'idée de ne pas créer des stéréotypes en pensant que ça se passe uniquement dans un type de structure, puis que toutes les structures ne sont pas touchées. Là, on voit bien avec toute cette vague de dénonciation que c'est vraiment tous les espaces sont concernés, toutes les personnes sont concernées. Donc, c'est d'où l'importance finalement aussi d'avoir des films qui puissent libérer cette parole, qui puissent revenir sur des témoignages et des vécus. Puis, tu parlais aussi de ton rôle de réalisatrice. C'est un petit peu vers ça où je voulais aller avec ma prochaine question. C'est-à-dire, tu parles aussi évidemment que ton rôle, ça n'a pas été évidemment, de traumatiser des personnes ni d'avoir un rôle de psychologue à ce moment-là. C'était vraiment d'avoir un regard de cinéaste aussi. Donc, comment justement tu te positionnes par rapport à ce regard de cinéaste-là? Qu'est-ce qui a été important pour toi en tant que réalisatrice et de faire passer par rapport à travers ce dispositif du cinéma, justement? Comme j'ai dit, moi je voulais surtout pas que les gens puissent sortir de la salle en se disant que c'était... Enfin, en ne se posant pas de questions ou en ne se disant que c'était pas un viol. Ça, j'aurais trouvé ça... ça, c'était ma responsabilité. Bon. Après, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Hein. Je voulais pas en fait que ce soit un film, et malheureusement, je sais pas si c'est le cas, hein, mais je voulais pas que ce soit un film que seuls les gens qui sont convaincus aillent voir. Ouais, parce que c'est souvent ce qui se passe. Hein. Les films documentaires, c'est des gens de gauche qui sont déjà convaincus, qui y vont, quoi, qui vont les voir. Et donc à la fin, en fait, on est tous d'accord en arrivant, on est tous d'accord en repartant. Donc j'espérais aussi que ce film, en tant que réalisatrice, mais en tant que citoyenne, enfin aussi, puisse peut-être se faire poser quelques questions, surtout à des hommes en fait, à des femmes aussi, mais j'ai l'impression que les femmes ont commencé un peu plus le cheminement. Ça fait enfin, voilà, quand on est victime d'un système, en général, on a plus de raisons de l'interroger que quand on en est bénéficiaire. Donc j'espérais surtout que certains hommes se disent ah oui, peut-être qu'en fait ça m'est arrivé. Et c'était hyper émouvant pour moi quand des hommes sont venus me voir. Il y a plusieurs hommes qui sont venus me voir après des projections ou qui m'ont écrit ensuite pour me dire qu'après avoir vu le film, ils avaient... Enfin, j'ai l'impression de faire ma pub, là, c'est pas du tout le cas. Hein. Enfin, je veux dire, il y a MeToo, enfin, c'est dans l'air du temps. Hein.
Il n'y a pas que ce film qui a fait ça, mais qui m'ont dit qu'ils avaient rappelé des personnes avec qui ils étaient sortis plusieurs années avant, pour savoir si ça allait. Euh, voilà. Il faut savoir qu'un tiers des viols a lieu dans le couple. Donc c'est... Voilà. Faire l'amour à quelqu'un quand il dort, par exemple, ça s'appelle pas faire l'amour en fait. Mais ça, il y a encore des gens qui, qui pensent par exemple que si une femme a dit oui pour une telle pratique sexuelle à un moment donné, c'est que c'est bon pour toute la vie. Ben, en fait, non. Voilà. Enfin, le consentement, c'est graduel. C'est à chaque seconde qu'il faut re-regarder si la personne est encore consentante. On peut dire oui à un truc, et puis 2 secondes plus tard, en fait, on n'est pas d'accord, et puis ben, c'est tout, ça s'arrête là, quoi. Ça, faut le dire, et je pense qu'il y a un gros, gros problème d'éducation sexuelle aussi. Enfin, bref, il y a des gros problèmes partout, mais bon, voilà. Donc, et puis, L'éducation en tant que telle, comment? l'éducation en tant que telle, excuse-moi, c'est quand même aussi une action majeure, en fait, qui malheureusement, tout le monde en parle de manière un peu superficielle, mais la mise en place après de comment justement sensibiliser les gens par rapport à ça, c'est encore une question qui reste en suspens, en fait, bon, qui n'est pas vraiment pris en charge encore actuellement. Puis, Oui, et puis quand on commence à parler, en fait, par exemple, les mots qu'on emploie sont hyper importants. Euh, c'est assez drôle, par exemple, je sais pas, il y a 5 ans, personne ne parlait de consentement. Consentement, c'est vraiment un mot qui est arrivé dans dans le vocabulaire, pour moi, médiatique, public, il y a 5 ans. Avant, mais le consentement, mais alors, je sais pas dans quelle mesure on se servait de ce mot dans la langue française, quoi. Et du coup, tout le monde parle de consentement maintenant, mais en fait, quand on y pense, vraiment, le consentement, si par exemple, je vous dis que je consens à venir manger, enfin, vous me dites que vous consentez à venir manger à la maison, j'ai envie de vous dire, bah, restez chez vous, en fait. Parce que consentir, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la, je sais pas, j'ai pas super envie, mais bon, pourquoi pas, allez, on va se forcer. Euh, et en fait, moi, je pense que la prochaine étape, c'est aussi que les femmes ne se demandent pas si elles consentent, mais juste si elles désirent. C'est marrant, le désir des femmes, alors ça, c'est quelque chose qui n'apparaît pas je sais pas, dans la pensée commune. Une femme, ça n'a pas l'air de désirer, en fait. Il y a il y a des fois des gens du public qui me disent, mais enfin, elle n'a pas dit non. Genre, et ça me fait halluciner, quoi. Comme si une femme, elle était a priori d'accord pour tout, et du coup, il fallait qu'elle dise non. Enfin, alors qu'on pourrait se dire, bon, en fait, faut peut-être qu'au départ, elle dise oui, quoi. Enfin, peut-être est-ce qu'à un moment donné dans l'histoire de Ada, dans ce qui est décrit de son histoire, est-ce qu'il y a un indice de désir de quelque chose? Enfin, non, il n'y a aucun indice. Et les gens, quand ils disent elle n'a pas dit non, à 80% du langage est non-verbal, quoi. Une femme qui ne bouge pas, qui regarde le plafond et qui crie, d'arrêter, normalement, on peut se dire que ça veut dire non, en fait. Mais il faudrait en fait que les femmes soient enfin, apprennent à être et là, je suis pas du tout en train de victimiser enfin, pardon, de blâmer les femmes, hein. Je pense que la responsabilité, elle est très en partie sociétale, hein. Mais il faut que les femmes apprennent à pouvoir dire ça, ça en fait oui, complètement, ça non. Parce que le problème, c'est qu'on aussi, on nous a tellement appris à minauder, à faire comme si on n'avait pas de désir, euh, que ben, euh, que je pense que, et encore une fois, je suis pas du tout en train de dire oh les pauvres hommes, ils savent pas comment faire, ils sont un peu perdus parce qu'ils ont la responsabilité à 100%. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui savent pas en fait comment on fait, ce qu'elles veulent. très juste ce que tu poses, parce que en plus, j'ai vraiment aimé ce passage-là dans ton film d'une des femmes qui dit justement qui c'est jamais, comment dire, qui a toujours pensé son désir en fonction de l'autre, en fait. Ouais, la féminité à la con. Bah, Oui, c'est exactement ça. Quand elle en parle, j'ai l'impression qu'elle parlait de moi. Enfin, elle dit la féminité à la con, c'est de toujours être poreux au désir des autres. Et c'est exactement ça. Depuis qu'on est toute petite, on nous a appris à être poreuse au désir des autres. Enfin, et à être jolie,
ouais, être jolie, gentille. Les garçons, on leur apprend complètement autre chose. On leur apprend à être dans l'action, à être assertif. Enfin, ma fille, quand elle avait 1 an et demi, quand elle arrivait à la crèche en robe, on lui disait qu'elle était jolie. C'était la seule fois de la journée où on lui faisait un compliment. Et donc, elle a compris à 1 an et demi, elle disait, Chris, c'est pas possible pour être en robe tous les jours. Quand bien même ça l'empêchait de marcher. Elle marchait vachement mieux en pantalon. Donc, à 1 an et demi, elle avait compris qu'en fait, son seul salut, c'était d'être jolie. Marcher, c'était pas vraiment pour elle, on s'en foutait, quoi. Et les autres petits garçons, on leur disait jamais quand ils arrivaient à la crèche, ah, que t'es jolie, parce qu'ils avaient mis un joli pantalon. Non, jamais. On les valorisait parce qu'ils marchaient bien, parce qu'ils étaient actifs. Donc, c'est quelque chose qui entre dans votre crâne dès le plus jeune âge. C'est terrible. Donc, c'est quelque chose qui. On a un énorme boulot, quoi, à faire. Et à travers, comme on le disait, les médias et le cinéma, c'est déjà une première chose, puisque c'est le vif aussi du sujet en soi, c'est que le désir qui se construit à l'écran, le male gaze, tel qu'on l'entend par Laura Mulvey dans les années 80, c'est ça, c'est vraiment l'incarnation du plaisir masculin qui se transmet par l'image et dans le cinéma depuis une tradition qui date du cinéma hollywoodien, de cette naissance-là, puis de ce mythe-là en soi. Puis c'est comment s'en sortir, en fait. Comment sortir de ce mythe du désir impossible, enfin, qui n'existe pas, qui est invivable pour les femmes et qui ne peut pas continuer, en fait. Puis c'est comment on recrée ce désir en tant que cinéaste, en tant que femme. Ben, j'ai l'impression qu'il y a une énorme génération de femmes réalisatrices, écrivaines, mais autrices en tout genre qui est en train d'arriver. Après, c'est aussi, il y a des histoires de visibilité, ça c'est sûr. Il y a une invisibilisation des femmes, c'est dingue. Enfin, quand on voit le nombre de femmes, enfin, en Belgique par exemple où je vis, et en France dont je suis originaire, la moitié des femmes, si ce n'est plus, enfin, chez les étudiants en école de cinéma, la moitié des étudiants sont des femmes ou plus. Et quand on arrive à la fin à qui fait des films, ben, c'est un petit tiers, un tout petit tiers pour les femmes. Donc on se dit, mais elles sont parties où en fait? C'est. Voilà. Et je pense qu'on a aussi une responsabilité. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a que d'affreuses enculées, enfin, d'affreux salopards dans les commissions qui se disent qui n'ont pas donné d'argent aux femmes parce qu'elles n'ont que des petites histoires débiles à écrire ou à montrer. Pas du tout. Je pense que c'est aussi les femmes qui, à un moment donné, j'espère que non, mais je crois aussi qu'on s'empêche de faire des grandes choses. On s'empêche de demander des gros budgets. La plupart des femmes réalisatrices font du documentaire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans le documentaire. Donc on demande des petits trucs comme ça, on fait nos petits machins. Voilà, en ce moment en Belgique, on parle aussi par exemple de faire des quotas pour qu'il y ait autant de femmes réalisatrices qui aient de l'argent que d'hommes réalisateurs. Et il y a quelqu'un d'un jury qui a dit à une de mes amies, mais si il n'y a que des femmes, enfin, si on laisse moitié-moitié femmes-hommes faire des films, on n'aura plus que des histoires de femmes qui cherchent comment retrouver le doudou de leur fils. Bon, bah voilà. Il y a toute une question actuelle, un débat sur, et aussi dans la littérature, là, on se pose la question de savoir le sujet que traitent justement les hommes, pourquoi les hommes ont conçu ce stéréotype féminin à travers leurs livres, puis les femmes, en fait, ne l'ont pas fait en soi, n'ont pas construit un stéréotype d'homme, en fait, n'ont pas pris cette place-là, en fait. Les femmes ont vraiment, au contraire, investi leur propre espace pour pouvoir créer, parce que c'était nécessaire, parce que cet espace-là n'existait pas. Donc, et en fait, on part aussi d'une histoire qu'on doit reconstruire aussi à travers des blessures, à travers euh, des actes qui, en fait, font qu'on est terriblement en retard pour s'affirmer, pour avoir une estime de soi. Déjà, rien que ça, quand tu parles justement de s'imposer, d'avoir des films plus gros budget, etc. Au-delà même évidemment de cette
cette structure aussi sociétale qui empêche d'avoir des financements adéquats pour faire ce type de film, il y a aussi la légitimité aussi qu'on se donne en tant que femme de pouvoir arriver à faire ce type de choses autant et aussi bien qu'un homme. Et c'est le cas dans toutes les structures, en fait, dans tous les corps de métier possibles. Puis, c'est comment rejouer avec cette affirmation de soi, comment on peut aussi, à travers l'art, reposer ces questions-là, de manière aussi à s'entourer et puis à créer des solidarités féminines aussi. Je pense que ça, c'est très important. Le rapport entre femmes aussi, c'est une question même par rapport aux violences sexuelles qui est primordiale, puisqu'on a cette culture du silence aussi, que tu as souligné très justement, mais aussi de se rendre compte qu'on ne se parle pas forcément entre femmes. Parce qu'il y a cette culture vraiment qui s'est instaurée et dont on a intégré les codes et dont on a aussi finalement été conditionné. Donc, c'est sortir de ce silence et aussi créer, sortir d'une espèce aussi d'individualité qui est aussi créée beaucoup par les réseaux sociaux, mais qui fait qu'il y a des réseaux qui se créent à côté, il y a des associations, il y a des groupes de parole. Ces groupes de parole-là sont très, très importants aussi pour se retrouver soi et se retrouver collectivement. Ouais. Ouais, c'est horrible comme la plupart des femmes se sentent responsables du désir que les hommes ont pour elles. Donc, il y a une espèce de double injonction terrible parce que vous devez être féminine. Donc féminine, ça veut dire épiler, voilà, porter des jupes, si possible vous maquiller. Et en même temps, si jamais, enfin, il y a un espèce de truc autour de l'érection. Enfin, je sais pas, si un homme bande, vous en êtes responsable, il va falloir assumer le truc et le soulager. Enfin, je sais pas, il y a comme un truc autour de ce que vous provoquez, ce qu'on est censé provoquer chez les hommes, comme si on était responsable de leur désir et qu'un homme ne pouvait pas être frustré. Tout ce mythe là autour des pulsions sexuelles soi-disant masculines alors qu'on a exactement les mêmes, enfin, c'est scientifique, on va même pas retourner là-dessus, mais donc oui, je pense qu'il faut qu'on arrête de se sentir responsable des hommes en fait. Je pense que ils vont y arriver quoi, enfin, on n'a pas besoin de les materner, mais enfin, et en même temps en t'entendant parler, je me dis c'est fou parce que nous tu vois on dit ça, mais on est blanche, on est éduqué, enfin le système de domination, il est, enfin, il y a un énorme travail aussi parce que de déconstruction à plein de niveaux. On vit dans une société hétéropatriarcale raciste. C'est aussi pour ça que je voulais qu'il y ait des femmes qui soient pas blanches dans le film. C'est parce que c'était terrible. Moi, enfin, voilà, comme je dis, je suis hyper féministe, mais je suis aussi hyper de gauche. Et je pensais, et je sais pas, j'ai pas grandi dans un milieu hyper favorisé. Enfin, je pensais pas, en fait, quand la première fois que j'ai entendu l'histoire de Ada dite, enfin, par une femme noire, j'ai pas vu les mêmes décors, j'ai pas vu les mêmes. Ce que j'ai projeté de sa douleur n'était pas la même, n'était pas pareil que ce que je projetais de la douleur d'une femme blanche. Et là, je me suis dit, waouh, moi qui me croyais tellement, voilà, tellement déconstruite, machin, à gauche, en fait, pas du tout, quoi. Et ça aussi, il y a un gros travail à faire là-dessus. Et c'est assez drôle aussi, par exemple, dans le film, à un moment donné, il y a une femme qui dit le texte et aussi un homme qui dit juste après exactement le même texte. Et souvent, les gens s'en rendent pas compte. Oui, oui. Parce que, en fait, ce que dit un homme et ce que dit une femme, c'est tellement différent. Enfin, ce que vit un homme et ce que vit une femme, c'est tellement différent ils n'arrivent même pas à se dire que c'est les mêmes mots qui sont utilisés. Et c'est terrible, mais c'est vrai, quoi. Ça met beaucoup l'accent aussi sur l'interprétation. Il y a aussi des femmes qui sont dans ce schéma de répétition, mais ça met justement beaucoup en lumière la façon dont on interprète un texte, dont on dit les choses, et c'est absolument pas, la réception n'est absolument pas la même. Ouais. Ça pose aussi vachement la question de la bonne victime. Oui, tout à fait. Parce que selon la façon dont vous racontez une histoire, vous êtes ou pas considéré comme une bonne victime. Donc pour la police en général, une bonne victime, c'est quelqu'un qui pleure, c'est c'est quelqu'un qui est un peu fragile comme ça. Or, la plupart des femmes, quand elles racontent un viol,
la plupart, je ne sais pas, beaucoup de femmes en tout cas, elles dissocient. Parce que quand vous faites violer pour ne pas mourir, en fait, votre cerveau, enfin, c'est neurologique, votre cerveau débranche, disons. Enfin, je ne vais pas commencer, j'espère qu'il n'y a pas de neurologues qui m'écoutent. Donc, disons que votre cerveau disjoncte pour pas que vous mouriez d'une crise cardiaque par excès d'hormones de stress. Et en fait, souvent, en fait, quand vous racontez cette histoire, votre cerveau redisjoncte, en fait. Et donc, quand on est dissocié, le truc qui est génial hein, dans la dissociation, même si c'est très embêtant de vivre dissocié ensuite, ça c'est tout le truc de la mémoire traumatique, donc c'est un autre sujet, mais c'est qu'en fait, vous ne ressentez rien. Donc la plupart des gens, quand ils vont porter plainte et qui racontent leur viol, ils sont complètement dissociés, donc il n'y a aucune émotion qui passe sur leur visage. Et donc là, les gens, en général, ils se disent, bon, bah, le type, c'est bon, ou la fille n'a pas été violée, c'est un mensonge. Or, le fait qu'elle pleure pas ou qu'il pleure pas, ça devrait déjà alerter les gens sur, ben, en fait, c'est qu'il s'est vraiment passé quelque chose de vraiment traumatisant. Je dis pas que si, enfin, voilà, il y a plein de façons différentes de raconter son histoire et elles sont toutes complètement valables. Je suis pas en train de mettre des critères. Mais on a tous une espèce de préjugés sur la bonne victime et la police en particulier, quoi. Ça met l'accent, oui, beaucoup sur le langage corporel aussi, hein, ce que ça dégage et évidemment les préjugés là, que tu soulignes qui sont toujours, qui accompagnent toujours ce type d'idées. Mais c'est évident que, comment dire, ce langage-là, en fait, a besoin d'être exprimé quelque part. Et c'est ça qui fait aussi, c'est vraiment un film, c'est vraiment du cinéma. Et parce que tu aurais pu trouver un autre dispositif. Tu aurais pu t'aurais pu faire un podcast, tu aurais pu faire un web documentaire, tu aurais pu faire beaucoup d'autres choses, en fait. Mais le fait est que je pense que là où le film est très fort aussi, c'est que ça joue aussi sur cette idée du langage corporel, de l'interprétation, de ce qu'on croit, de ce qu'on ne croit pas, de ce qu'on ne veut pas croire. Donc il y a un effet aussi très psychologique là-dedans, mais c'est en ça que pour moi le film a vraiment beaucoup de niveaux aussi de compréhension et d'interprétation. Et, euh, et, euh, et j'imagine aussi que toi, de l'accompagner, tu as dû avoir énormément de réactions évidemment différentes. Mm. Mais je sais aussi que j'ai lu que tu l'avais diffusé aussi à l'étranger, dans beaucoup de pays différents, au Kosovo, en Serbie, etc. Est-ce que tu peux nous raconter ces expériences-là, d'avoir diffusé ce film-là ailleurs qu'en Occident? Euh, oui, c'était assez, euh, c'était assez confrontant dans le sens où euh, j'ai vraiment réalisé cette année, parce que j'ai vraiment beaucoup voyagé avec le film, que c'était un phénomène mondial. Enfin, le nombre de femmes qui sont venues pleurer dans mes bras après les projections, enfin, voilà, enfin, j'ai arrêté d'ailleurs d'accompagner le film au bout d'un moment. Bon, le Covid m'a beaucoup aidé à arrêter d'accompagner le film, c'est vrai. Mais j'avais décidé aussi d'arrêter et c'était trop, quoi. Et c'était des gens en plus c'est des gens très, 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 très différents. Euh, à un moment donné, j'ai été invitée au Brésil par l'ambassade de Belgique et il y a une ambassadrice qui m'a dit, d'une certaine façon, quand vous dites que vous avez été violée, quand vous portez plainte pour viol et que vous n'avez rien, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Mais quand vous êtes ambassadrice, imaginez ce que ça peut donner. Et elle me l'a dit en pleurant, entre deux petits fours. Et je me suis dit, ouf, voilà. Et voilà. Enfin, je veux dire, toutes sortes de gens sont venus me raconter une histoire similaire à celle de Ada. En Serbie, par exemple, c'était aussi hyper, je sais pas, confrontant parce que quand je suis rentrée dans la salle, il n'y avait plus aucun homme. Il n'y avait plus non plus aucune femme de plus de 40 ans. Et en fait, voilà, enfin, c'était l'histoire de la Serbie à cause de la guerre. Et on sait que le viol est une arme de guerre massive. Je pense que tous les gens qui avaient pu vivre cette période étaient sortis de la salle. C'était insupportable pour eux de voir le film. Donc voilà, ça a été.
une année assez éprouvante pour ça. Assurément. Mais tu parlais beaucoup aussi des questions, aussi peut-être de réflexivité par rapport à soi et de questions raciales aussi, hein, dans ce film qui traverse aussi et qui ont dû toi-même te remettre en question par rapport aux privilèges qu'on peut avoir aussi en tant que femme blanche. Et à quel point c'est important aussi d'offrir une parole diversifiée, d'avoir cette conscience-là. Est-ce que vraiment, quand tu été à l'écriture du film, tu avais cette conscience-là de vouloir donner cette parole diversifiée qui soit... Ouais, ouais, complètement. Après, c'est pas, le film ne reflète pas mon désir, dans le sens où si j'avais pu, j'aurais eu autant d'hommes que de femmes. Si j'avais pu, j'aurais eu autant de femmes racisées, même si c'est débile de dire ça, parce qu'on est tous racisés. Enfin. Mais c'était aussi pour des questions débiles, enfin, très bêtes de production. Il aurait fallu que j'ai beaucoup plus de temps pour trouver, par exemple, j'ai pas trouvé, par exemple, de femmes arabes qui veuillent bien me parler du sujet. Sûrement qu'en cherchant mieux, enfin, en cherchant plus longtemps, j'aurais réussi. Mais dans les limites de la production, j'ai pas réussi. Euh, mais c'était, oui, c'était déjà et aussi d'avoir c'était un désir au départ à l'écriture, et je voulais aussi avoir des femmes d'âge très différents. Par exemple, la jeune femme qui interprète le premier viol, je voulais qu'elle ait à peu près l'âge de Ada à l'époque où Ada a été violée. Parce que c'était important pour moi aussi que le spectateur se rende compte de la naïveté enfin, qui devrait pas, qui devrait pas, enfin, ça devrait pas exister, une telle naïveté à 19 ans. Mais à 19 ans, moi, j'étais débile. On a pu me raconter n'importe quoi. J'avais, enfin, quand je parle de la responsabilité qu'on a en tant que femme, je pense que notre responsabilité, elle est très liée à la société. Parce qu'on est des espèces d'oies blanches. Moi, je pensais que, je sais pas, que le monde était complètement vivable et que personne n'allait me faire du mal tant que je me comportais de façon adéquate. Sauf qu'en fait, ben, pas du tout. Je veux dire, personne ne mérite ce qui lui arrive. Moi, je pensais, j'avais bien cru à ce beau conte-là qu'on vit en méritocratie et que tant qu'on se comporte bien, tout ira bien. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, je voulais qu'il y ait une toute jeune fille. Je voulais aussi qu'il y ait des femmes plus âgées parce que quand une femme plus âgée vous raconte qu'elle a été violée, on l'entend pas non plus du tout de la même façon. Or, voilà, pendant que j'ai préparé le film, il y a plusieurs policières et des commissaires qui interprètent le film qui m'ont raconté des plaintes de femmes qui avaient 85 ans. Hein. Il n'y a pas que des femmes d'1,80 m, blondes, qui font 38 kilos, qui sont violées, pas du tout. Hein. Donc voilà, c'était important pour moi aussi qu'on puisse entendre des femmes très différentes. Et ça se reflète très bien. J'ai vraiment apprécié justement avoir des femmes d'univers totalement différents, d'âges totalement différents, puis des hommes aussi totalement qui ne correspondent pas non plus aux critères non plus de la masculinité qu'on entend, du violeur en tant que tel. Donc ça a été vraiment aussi appréciable d'avoir ces points de vue-là divers. Je te proposerais qu'on prenne peut-être les questions de nos spectateurs. Donc, une première question. Alors, Danouk Renaud, qui te dit donc bonjour Alex, je me demandais si tu avais eu un black clash suite au film, des réactions négatives. Un clash, pardon. Un clash, oui. Alors, une fois, enfin, comme je le dis, hein, souvent les gens qui viennent voir des documentaires, c'est quand même des gens qui sont assez convaincus au départ. Donc, il n'y a pas eu tant. Mais un jour, il y a un journaliste qui m'a dit que j'étais très partisane et que j'étais que du côté des femmes. Bon, voilà. Bah, voilà. Après, non, il n'y a pas eu de.
J'ai eu de la chance, hein, sûrement, mais les gens qui n'aiment pas le film ne se sont pas manifestés à moi. Mais ce qui a été assez beau, c'est que souvent, il y a des jeunes gens, et je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui pensaient la même chose dans la salle, mais que grâce à leur naïveté, ils l'ont exprimé alors que les autres ne le disaient pas. Mais il y a par exemple un jeune homme, une fois qui devait avoir 17 ans, qui m'a dit Ah, merci beaucoup, madame, pour votre film, c'est super. Euh, Ça va rien changer, mais c'est quand même bien qu'il existe. Alors je dis, ah ouais, pourquoi ça va rien changer? Il m'a dit, bah, vous savez, les hommes, ils auront toujours des pulsions, hein. Et j'ai trouvé ça génial parce que je suis sûre qu'il y a plein d'autres personnes qui le pensaient dans la salle. Et donc, c'était super chouette pour moi de pouvoir lui dire ben, que non, en fait, les femmes ont autant de pulsions c'est, que les hommes. C'est pas, enfin, on ne peut pas justifier de violer quelqu'un parce qu'on a une pulsion, quoi. Et, c'est un peu, et c'est assez. Il y a une psy qui m'avait dit pendant le. Enfin, qui m'a dit quand on tournait que les violeurs, il y a un truc qu'ils font toujours, c'est ils minimisent et justifient. Ils minimisent ce qu'ils ont fait, finalement, au moins c'est bon, ça, c'est pas si grave. Voilà. Et puis ils justifient. En général, voilà, ben, c'est l'alcool, la drogue. Ils n'étaient pas vraiment eux-mêmes. Sauf que, ben, en fait, personne t'a obligé à prendre de la drogue ou de l'alcool, quoi. Donc, voilà. Mais c'est à peu près. Euh, Si une fois il y a une vieille dame qui m'a dit, enfin c'est pas parce qu'elle était vieille, mais ni qu'elle était une dame, mais une personne qui m'a dit que j'aurais dû faire un film sur les femmes violeuses. Mais bon, ben, je peux pas faire tous les films sur le viol. Voilà. Oui, c'est fou, il y a cette tendance aussi de réaction qui disent oui, non, mais il y a pas que les hommes qui violent. C'est cette espèce de réaction à chaque fois que je trouve terrible, comme s'il faut toujours se trouver des justifications à tout. On est d'accord, hein, enfin, il n'y a pas que des femmes, il n'y a pas que des hommes qui violent, c'est sûr. Mais bon, globalement, dans une société aussi patriarcale que la nôtre, ben, globalement, si, en fait. De toujours trouver une justification à tout. En fait. Bah, oui, vous pouvez toujours trouver une ministre qui soit une femme et qui vienne d'un milieu défavorisé. Sauf que c'est l'arbre qui cache la forêt. Tous les autres sont des hommes qui viennent de milieux aisés. Enfin, voilà. En tout cas, dans le pays d'où je viens. Donc oui, elle existe, cette femme. C'est super pour elle. Mais c'est pas parce qu'elle existe que la structure dans laquelle elle évolue n'est pas patriarcale, hétérocentrée et extrêmement raciste. Donc oui, il y a des femmes qui violent. Mais globalement, c'est des hommes. Fait. Une deuxième question pour toi, Alex. Alors, j'arrive malheureusement pas à lire le début de la question. Ah, voilà. Donc, de Rachel Brosseau. Merci pour ce film important et pour les réflexions essentielles que vous suscitez. Vous avez mentionné que des bonus avaient été réalisés suite à des entretiens n'ayant pu trouver leur place dans le film. Est-ce possible de les visionner en ligne? Oui, oui, je crois qu'ils ont été mis en ligne pour la journée de la femme. Ils doivent toujours y être. Je pense que si vous tapez, je vais le faire en même temps que vous, si vous tapez bonus sans frapper CVB, c'est le nom de la boîte de prod. Et oui, vous tombez, le premier truc, c'est les bonus de sans frapper en accès libre. Et voilà, et vous avez les 3 bonus. La prise en charge médico-légale, c'est le premier, la culture du viol, c'est le deuxième, et la dissociation, c'est le troisième. Voilà. On va faire en sorte de pouvoir vous communiquer le lien dans l'événement pour que vous puissiez aller voir ces bonus. Donc CVB, c'est comme Christophe, Valérie et Benoît. Benoît. Ça va pouvoir justement accompagner un petit peu le film qui est disponible en ce moment sur Tank, et donc qui sera disponible jusqu'au 25 août. Donc on va pouvoir mettre le lien de notre Facebook Live, puis aussi donc les bonus pour que tout le monde puisse avoir le plus d'informations possible et de contexte sur ton film, Alex. Peut-être une dernière question pour clore. Est-ce que toi, justement, après cette expérience justement de ce film-là, est-ce que tu te lancerais encore
ce type de thématique, en tout cas féministe. Est-ce que tu as cette ambition-là de continuer de poursuivre en fait un travail autour de ces thématiques ou de passer à autre chose après dans ta carrière? Là, je suis en train de préparer un film sur la violence, mais pas la violence faite aux femmes, enfin la violence médicale. C'est un peu plus compliqué que ça, mais disons que c'est ça à peu près, voilà, sur la façon dont on apprend la médecine. Et j'écris un long métrage de fiction sur une femme qui s'émancipe. Elle s'émancipe à travers, disons, une grossesse et la prostitution. Donc oui, on peut dire que ce film-là est très féministe. Mais après, oui, non, je pense que là, j'avais envie en tout cas en documentaire, de faire un film plus léger, quoi. J'ai adoré faire ce film et ça m'a énormément appris. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup grandi en faisant ce film, et je pense que le prochain sera plus léger. Parce que, voilà. Une pause s'impose. Voilà. Mais, merci Alex pour ce Facebook Live, ces témoignages très importants. De toute façon, on reste en contact, puis on va suivre tout ce que tu vas faire. Puis on te remercie vraiment. Puis on remercie aussi les spectateurs de nous avoir suivis. Puis n'hésitez pas à nous écrire si vous avez d'autres questions. Puis on sera ravis de vous y répondre. Ben, merci à toi, Julia. Puis merci à Tenk. Et merci aux spectateurs, bien sûr. Et puis, ben, bonne soirée à vous. Moi, je vais aller me recoucher. Merci. Bonne soirée.